Ok, merci. Alors, donc c'est un cours donc sur la technologie civique et la démocratie électronique que je donne donc à la demande de Didier Despont pour le remplacer, enfin pour intervenir, simplement donner une intervention de terrain sur la thématique des géographies du numérique. Et donc voilà à peu près mon profil. Bon, moi je viens Monsieur, de... Pardon? excusez-moi, il y a quelqu'un en salle d'attente. Non, là je vois personne. Alors, L'antenne. ouais, par contre, je vais vous demander, alors ok, c'est une bonne idée d'intervenir quand il se passe quelque chose, parce que ça va me permettre effectivement de rendre l'heure et demie un peu plus dynamique. Je me réserve cependant la possibilité de décaler vos questions à la fin ou à plus tard si vous posez des questions sur des sujets que je vais dire un peu plus tard. Et puis sinon, ouais, par contre, pensez à couper vos micros et à ne pas interrompre la présentation pour rien. Ok. Donc voilà, mon profil avec une toute nouvelle photo professionnelle. Je suis donc né et j'ai grandi à Perpignan, au sud de la France, petite ville sur la Méditerranée, proche des Pyrénées pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai effectivement un parcours initial en psychologie. Et puis, sans transition, je suis allé bosser dans la promotion immobilière je dirais, par opportunité en fait. Donc, j'ai fait du développement urbain à la suite de mes études de psycho. Et ça, effectivement, m'a rapidement amené à m'intéresser en fait à la sociologie urbaine et à l'urbanisme. Et donc, en fait, j'ai bossé sur ce sujet pendant quelques années et puis j'ai rejoint le laboratoire MRTE donc de recherche en urbanisme il y a 3 ans, enfin 2 ans en fait. Je suis là dans ma troisième année de thèse où je bosse sur le sujet de l'engagement des parties prenantes dans la Smart City. Ce qui s'entend en fait citoyens tout confondus qui influencent ou pourraient influencer la prise de décision sur le futur de leur ville et notamment par l'utilisation de moyens numériques et pour le futur numérique de leur ville. Donc, comme je vous ai dit, en fait, j'ai bossé quelques années en tant que développeur immobilier, et puis en fait, j'ai passé un certain temps à trouver des moyens pour impliquer le citoyen dans la prise de décision sur le design des nouveaux quartiers. Et en fait, ça m'a amené à régulièrement chercher différents outils, à la fois analogues, c'est-à-dire hors ligne, mais également des outils numériques pour pouvoir engager les citoyens dans la prise de décision, bosser sur l'intelligence collective, et voilà tout ce genre de termes qui sont finalement assez répandus aujourd'hui. Et donc j'ai abordé ce sujet depuis différents points de vue, à la fois les associations, à la fois les startups, et puis j'ai également participé à la création d'un think tank. Un think tank qui est un groupe de réflexion indépendant, disons, et puis également en tant que conseiller sur certains projets. Enfin bon, j'ai touché un petit peu à tout autour de cette question de l'engagement du citoyen dans la Smart City. Et actuellement, alors je bosse sur un nouveau projet de start-up qui s'appelle Democracy Studio, qui devrait être une plateforme de vote en ligne basée sur la blockchain. Donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Sur les derniers slides de notre présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'un futur potentiel de la démocratie. Et donc typiquement, Democracy Studio, c'est une plateforme qui aimerait pouvoir, enfin qui travaille à développer des outils tels que j'envisage la prospective de la démocratie. Et puis alors, avant ça, comme une étape intermédiaire, je suis en ce moment en train de bosser sur un modèle de machine learning pour analyser donc
la gouvernance multi-agent. Et donc l'étape sur laquelle je suis en train de bosser là, qui est la première étape, c'est en fait un modèle de classification de l'intensité ou du degré d'engagement citoyen sur différentes villes qui sont mes études de cas. Voilà. Le machine learning, c'est pareil, je pourrais vous donner plus de détails si ça vous intéresse, mais on va plutôt faire ça quand on sera dans la partie future de la démocratie, de la citoyenneté, c'est-à-dire en fin de présentation. Alors, voilà en gros le plan de ma recherche. Donc j'ai démarré sur l'année scolaire 2018, j'ai rejoint l'université en octobre 2018 et je prévois de défendre ma thèse en septembre 2021. Ma thèse porte sur le sujet de l'engagement des parties prenantes dans la Smart City. Alors pourquoi en termes de mots-clés je parle de parties prenantes et pas de citoyens? En fait, le citoyen, le citoyen est une sémantique qui généralement réfère à la société civile, alors que la partie prenante me permet d'intégrer des catégories plus larges, à la fois la société civile, mais aussi le secteur public, le secteur privé et les chercheurs, le secteur académique. Voilà. Donc mon approche pour comparer l'engagement donc de toutes ces catégories d'agents dans la Smart City, c'est une approche, c'est une étude culturelle comparée. On voit pas beaucoup cette méthodologie-là dans le langage, dans la recherche francophone, mais en revanche en recherche anglophone, on en a beaucoup plus, les Comparative Cultural Studies. Et donc moi j'applique en fait cette méthode de recherche par culture croisée en Asie, au Moyen-Orient et en Europe baltique. Alors mon hypothèse, c'est que si j'arrive à identifier des patterns, c'est-à-dire des répétitions dans les structures de dynamique d'engagement, dans 3 territoires qui appartiennent à des bagages culturels complètement différents, comme l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe baltique, à ce moment-là, je pense que je vais pouvoir généraliser mes résultats au reste de l'humanité, ou en tout cas à d'autres cultures. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire ça, j'ai été du coup récupérer de la donnée dans 3 villes dans le monde qui sont mes études de cas. Mes 3 études de cas que sont Taipei, la capitale de Taïwan, Tel Aviv en Israël et Tallinn, la capitale d'Estonie. Alors ces 3 villes sont réputées pour être des villes qui à la fois sont relativement avancées dans la recherche scientifique, mais également dans l'innovation, qui présentent un fort taux de start-up par rapport à, je dirais, les pays environnants. Et donc, en fait, typiquement, qui sont plus avancés ou qui ont plus de potentiel dans l'accélération sur la transformation digitale de la ville, puisqu'effectivement, donc, elles présentent les critères que je viens de vous présenter. Et donc, un instant, je regarde. Non, je pense pas qu'il y ait plus. Ok, d'accord. Personne en attente. Et donc, effectivement, mon protocole de recherche consiste en fait en un croisement de sources, c'est-à-dire que je vais chercher de la donnée de 4 manières différentes. Notamment la recherche basée sur Internet, qui consiste notamment dans le cas de ma thèse à l'analyse du réseau social Twitter. Je récupère également de la donnée au travers de questionnaires proposés en direct aux habitants ou au travers d'Internet aux habitants. Et également l'interview, donc des entretiens individuels de personnes qui apparaissent comme des personnes clés
en fait, ou des représentants de leur catégorie, que ce sont donc le secteur public, le secteur privé, la société civile ou le secteur académique. Pour le moyen intermédiaire de récupérer de l'information, que j'appelle ici atelier participatif globalement. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'avais commencé à organiser à Taïwan, c'est-à-dire j'ai organisé des ateliers dans lesquels j'invite les personnes qui étaient les plus intéressées pour bosser un peu plus en fait. C'est-à-dire que les personnes qui ont rempli un questionnaire ou celles qui m'ont donné une interview étaient parfois intéressées à en savoir un peu plus et à suivre ma recherche. Donc je les ai invités dans une réunion de 7-8 personnes dans laquelle on pouvait en fait bosser pendant 2 heures en groupe. Je leur présentais mes résultats, ils me donnaient leur feedback, leur retour, c'est-à-dire globalement ce que j'ai trouvé comme résultat sur votre ville. Est-ce que ça vous paraît pertinent puisque vous êtes habitant, vous connaissez bien le contexte, et alors ils pouvaient effectivement m'apporter de l'information supplémentaire. Bon, il se trouve que à partir de Taïwan, je me suis retrouvé donc en lockdown, donc j'ai été confiné en Israël. Et puis je me suis déconfiné en Estonie, mais donc les réunions estoniennes étaient quand même un peu compliquées pour les premiers mois, là en mai notamment, juin ça commençait à aller mieux, mais enfin bon, du coup c'est une source de données que j'ai supprimée, que je vais probablement pas exploiter dans la thèse finale. Voilà. Et donc oui, effectivement, ça m'amène à vous dire autre chose, c'est que en fait j'ai été visiter et j'ai vécu dans chacune des villes qui sont mes études de cas. C'est-à-dire que j'ai vécu 4 mois à Taipei, 3 mois à Tel Aviv et 3 mois à Tallinn. Voilà. Je dirais que ça c'est typiquement l'avantage de la recherche en géographie. En tout cas pour ceux qui aiment bien voyager, ça tombe parfaitement puisque ça fait sens. Et puis par ailleurs, d'un pur point de vue scientifique, le fait d'être présent dans une ville plusieurs mois où on va pouvoir du coup rencontrer du monde et avoir tout un tas de discussions informelles autour de notre recherche permet sérieusement d'améliorer en fait d'améliorer l'enquête et permet en fait d'être plongé dans un contexte au moment où on fait le tri entre ce qui paraît être une source d'informations pertinentes et ce qui paraît être une source d'information qui n'a aucun écho sur le contenu de la recherche. Voilà. Ça c'est particulièrement important quand on fait de la recherche basée sur Internet, c'est-à-dire que pour rédiger des monographies de contexte, j'ai dû du coup lire énormément de textes sur Internet qui sont parfois, la plupart du temps, on va dire, qui sont des textes issus de recherches scientifiques, académiques, mais qui parfois ne le sont pas. Donc j'ai croisé différents styles de sources. Et effectivement, quand on a une si grosse quantité de données, il faut être capable de faire le tri. Et ça, malheureusement, ça peut se faire que, je dirais, manuellement ou à intelligence humaine sensitive. On va essayer de faire la différence entre ce qui effectivement fait sens et ce qui faisait peut-être sens pour la personne qui a rédigé l'article, mais qui n'a eu aucun sens dans ma recherche. Bien. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous êtes financé pour vos voyages? Non. Vous financez comment? En fait, je suis, comme je dis, j'ai passé du temps en entreprise, je viens du secteur privé. Et donc, j'ai fait mes petites économies et puis maintenant, j'investis dans une thèse parce qu'effectivement, cette recherche m'amène à la fois un diplôme qui va augmenter ma crédibilité sur le marché et ma légitimité du coup à aborder certains sujets. Et donc ça va à la fois me professionnaliser, me donner un titre, et puis finalement ça me permet aussi de construire un réseau pour l'entreprise qui va naître du résultat des recherches. Donc voilà, j'ai un profil 100% privé. Ouais. Ok, très bien, merci. Avec plaisir. Il y a encore quelqu'un dans la salle d'attente? Ben non, je suis désolé, mais je ne vois personne dans la salle d'attente.
Bon, normalement je reçois une notif de toute façon quand quelqu'un cherche à entrer. Alors, la suite. Voilà le plan de notre intervention. Alors, l'introduction mon introduction, bah, ça je viens de la faire, voilà la personne qui parle. Ensuite, je vais aborder 3 points, notamment, donc je voudrais qu'on fasse un tour par le passé de la démocratie, de la citoyenneté. On ira ensuite explorer plus longuement les modèles contemporains, à l'intérieur desquels on va bien sûr évoquer les notions de smart city et de civic technology, mais aussi de gouvernance ouverte. Et on va également en fait parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-démocratie, c'est-à-dire que bon, on verra tout ça ensuite. Et puis enfin, en 3e point, je voudrais discuter donc du futur de la démocratie et de la citoyenneté selon ce qui me paraît être une prospective pertinente si on s'appuie sur les modèles de nouvelles technologies. Et du coup, je profite de ce slide pour vous signaler que vous trouvez en bas de chacun des slides des liens internet sur lesquels vous pouvez cliquer et qui vont vous rediriger vers en fait différents articles que j'ai publiés sur internet sur les sujets de recherche. Donc si vous cherchez à en savoir plus ou si vous cherchez plus d'informations, plus de ressources sur l'un ou l'autre des slides, bah, vous pouvez cliquer sur le lien en bas du slide et vous serez directement redirigé vers plus d'informations. Alors, on commence par la Grèce antique, et donc effectivement, on considère généralement que la démocratie est née à Athènes. C'était un modèle de démocratie directe qui a été issu de la réforme de Cléisthénès en 508 avant notre ère, et qui marque la fondation donc de la démocratie athénienne. Le principe central était que le peuple est souverain et il est composé de citoyens libres et égaux. Voilà. La démocratie athénienne s'appuie sur le politiké techné, qui est considéré comme un attribut de chaque être humain. Et donc le politiké techné, c'est une philosophie selon laquelle chaque être humain est doué d'une technique politique. Et en fait, c'est en s'appuyant sur cette technique politique universelle que la démocratie de Grèce antique construisait la communauté qu'ils appelaient koinonia. Donc, ils utilisaient cette version de démocratie pour développer donc, les vertus morales, la responsabilité civique et l'identification consciente au groupe humain, en fait, au reste de la communauté, à ses traditions et à ses valeurs. Et le tout, en fait, est constitué le but principal de l'éducation des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes étaient, au travers donc, de leur préparation à devenir des citoyens athéniens, ils étaient sensibilisés à ces différentes valeurs, traditions et responsabilités. Et donc, une fois adulte, en fait, chacun des citoyens pouvait être appelé, tiré au sort, pour en fait siéger à l'Assemblée le temps d'une journée et alors prendre des décisions publiques ou gérer les ressources communes de la communauté. Et en fait, cet aspect donc tirage au sort avait pour effet d'élever le niveau moyen des Athéniens, puisque donc chaque Athénien avait la conscience qu'il était potentiellement appelé à prendre des décisions pour l'ensemble de sa communauté. Et ça avait donc tendance à tirer effectivement le niveau intellectuel moyen par la responsabilité de chaque Athénien.
Cependant, la démocratie comportait certains, disons, défauts. C'est des défauts, aujourd'hui on appellerait ça comme ça. Elle était notamment un système esclavagiste, c'est-à-dire que sur 5 millions de personnes, 3,5 millions étaient des esclaves. Donc effectivement, ça fait beaucoup rire les démocrates contemporains, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut réellement considérer qu'une démocratie est une démocratie si plus de 2 tiers de ses habitants sont des esclaves au service du tiers restant. Voilà, c'est effectivement, ça n'est plus de cette façon-là qu'on considère aujourd'hui le régime démocratique. Une autre chose intéressante à voir, c'est qu'une majorité d'intellectuels de l'époque étaient opposés au gouvernement populaire, notamment Platon, en fait. Platon, lui, considérait que la gouvernance revenait aux philosophes, puisqu'ils étaient plus à même de prendre des décisions sages pour l'ensemble de la communauté. Ça, c'est une autre grosse différence avec la démocratie d'aujourd'hui, où en fait la plupart des intellectuels aujourd'hui considèrent que la démocratie est la meilleure forme de gouvernance. On le verra plus tard. Et ensuite, donc, quelque chose qui est quand même particulièrement, je dirais, important à savoir, c'est que les citoyens donc, qui étaient tirés au sort pour prendre des décisions pour la communauté pouvaient être punis, et éventuellement même bannis d'ailleurs. Ils pouvaient être bannis pendant 10 ans et leurs biens personnels pouvaient être saisis si il s'avérait qu'ils avaient pris une décision qui avait joué en la défaveur du groupe. Donc admettons, voilà, vous êtes appelé un jour pour prendre une décision sur l'ensemble de votre ville, et puis vous vous trompez, et quelques mois après, en fait, vous pouvez être amené à tirer en procès. Et donc le jury du moment pourra décider de vous bannir de la ville pour 10 ans parce que vous avez pris une mauvaise décision pour l'ensemble de la communauté. Et donc cette punition pouvait également être retenue pour des personnes qui étaient considérées comme ayant trop d'influence en fait sur le reste de la population. Ceci nous amène ensuite donc au Moyen-Âge en Europe, où là, globalement, du 4e au 18e siècle, la religion monothéiste va avoir un impact considérable, au moins significatif, sur la façon d'organiser la société et les villes. Et donc, en fait, la ville, à partir donc sous le Moyen-Âge européen, la communauté humaine n'est plus considérée en rapport à un contrat, par exemple, ou à un titre citoyen. La communauté humaine, elle est considérée comme une relation commune que chaque être humain entretient avec Dieu. Voilà. Donc cette relation avec Dieu est la base de la formation des communautés humaines pendant tout le Moyen-Âge. Et donc, pendant tout le Moyen-Âge, le but des gouverneurs, des rois ou des différentes personnes qui ont gouverné les villes, le but, en fait, consiste principalement à réussir à construire une ville qui va certes satisfaire aux besoins terrestres, mais surtout qui va satisfaire aux besoins célestes et donc à l'avenir spirituel de la communauté. Donc dans ces schémas-là, la plupart des villes ou la plupart des communautés, disons, du Moyen-Âge européen sont gouvernées par un roi qui est responsable du bien commun et qui est chargé de répandre les valeurs chrétiennes. Ça, c'est le cas évidemment en Europe, ça n'est pas le cas en dehors de l'Europe, où d'autres religions monothéistes ont été plus répandues à partir du 7e siècle notamment, je pense à l'islam et au Moyen-Orient. Donc sur la fin on va dire, pas sur la fin, mais à partir du XIIIe siècle, donc sur la dernière partie du Moyen-Âge, certains penseurs émergent et commencent à faire évoluer en fait les notions de communauté humaine, de ville et de gouvernance. Et ça en fait a été incité
par des rivalités entre le roi et l'Église, qui conduira par la suite à la division des pouvoirs, à la séparation des pouvoirs, pardon. Et également par certains philosophes théologistes qui ont fait avancer la réflexion sur l'humain, et notamment Thomas d'Aquin, qui a vécu lui au XIIIe siècle et qui a établi que puisque la vie humaine est une partie de la création, alors la vie sur Terre est une affaire humaine qui doit être conduite par la raison. Et puis l'autre penseur qui également entre le XIIIe et le XIVe siècle a fait évoluer ces notions-là, c'est Marzille de Padoue. Lui a établi dans sa philosophie que la société est un ensemble qui est antérieur et transcendant à ses parties, et que donc l'universalité des citoyens seulement ont la fonction d'éditer les lois et de les maintenir, et que les rois ou les gouverneurs ne peuvent pas y échapper. À partir du XVIIIe siècle, donc, les premières républiques émergent, avec notamment deux révolutions, une aux États-Unis et une en France. Les révolutions ont été, elles, je dirais, conduites par les philosophes de leur temps, du XVIIe siècle, notamment Montesquieu et Rousseau, qui appellent tous les deux pour la supériorité de l'intérêt général et appellent aussi à une montée en puissance des contre-pouvoirs. Donc cette période est considérée aujourd'hui comme la fondation de la citoyenneté contemporaine. Et donc la Révolution américaine, qui a amené à la création de la première République des États-Unis en 1783, alors cette révolution-là a été conduite au nom de l'égalité naturelle, de la liberté d'entreprendre et du droit de chacun à profiter de sa propriété et des fruits de son travail. Et donc la République des États-Unis a été constituée comme un système fédéral qui permettait de limiter l'influence des pouvoirs excessifs et d'équilibrer en fait les pouvoirs législatifs et exécutifs. En France, avec quelques années de décalage, disons 9 ans, la première République française donc a été établie en 1792 et on a établi un système républicain différent. En fait, on n'est pas sur le même schéma de république, vous allez voir. En France, même si le pouvoir central a été la cible de la Révolution française, la République française ne l'a pas abandonné, ce pouvoir central, et en fait elle s'est appuyée sur le pouvoir central pour remplacer en fait le roi par une gouvernance du peuple. Voilà. Mais donc on a conservé dans notre ADN ce pouvoir central que les Américains ont eux éclaté puisqu'ils ont choisi de construire un système fédéral. Et donc, dans la République française, la nation est considérée comme souveraine, elle est une, est indivisible, et chaque citoyen peut se réaliser si et seulement si il accepte d'abandonner son privilège personnel au profit de celui du pouvoir national et de la nation. Donc vous voyez ici qu'on a quand même deux schémas de république qui sont dans leur ADN totalement différents. Voilà, ça nous amène à discuter des derniers concepts développés dans le XXe siècle. Alors évidemment, je ne parle pas ici des autres formes de gouvernance qui ont notamment sévi dans la première moitié du XXe siècle. Je me concentre sur la démocratie. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les démocraties renaissent et en fait elles renaissent en étant quand même marquées par le socle d'une fin d'illusion vis-à-vis des sociétés humaines.
C'est-à-dire que avec tout ce qui se, enfin, avec les guerres du début du XXe siècle, les philosophes qui ont théorisé la démocratie de la fin du XXe sont effectivement beaucoup plus limités dans ils sont beaucoup plus modérés en fait dans leur utopie de l'autogouvernance par la démocratie. Et en fait, il s'appuie sur les notions de consensus et d'intérêt général qui commencent déjà en fait à être interrogées et dont on commence déjà en fait à envisager les limites. Et bon, notamment l'intérêt général, on se rend compte qu'il ne peut pas être réduit à la somme des intérêts individuels et que l'inclusion par le principe d'égalité ne peut pas effacer les particularités individuelles. Et donc nécessairement, la démocratie contemporaine va devoir intégrer un gros nombre de conflits et de frustrations entre citoyens qui ne pensent pas pareil, qui n'ont pas la même histoire et qui finalement finissent par se conformer au consensus et à l'intérêt général, mais qui, pour une partie d'entre eux, n'y croient pas beaucoup. Voilà. Et donc en fait, là je voudrais vous citer notamment 3 philosophes qui ont apporté des réflexions intéressantes sur notre démocratie contemporaine. On a notamment Schumpeter en 1942 qui lui explique que la démocratie est une méthode pour construire une paix politique efficace et un pouvoir politique efficace et en paix, et qui sera conduit par des gouvernements respectés mais forts. Voilà. Popper, lui, de son côté, 1942, a défini la société ouverte comme un cadre institutionnel qui donne des méthodes et des process pour interdire aux autorités d'éviter leur obligation de dialogue. Alors que Burdeau, philosophe français, lui considère que le citoyen est un homme qui est libre de tout biais et qui est capable de donner son opinion sur une cause publique sans être dominé par son intérêt personnel. Ce qui sous-entend un certain niveau de maturité en fait pour chacun des citoyens pour pouvoir finalement être considéré comme tel. Et donc en fait en cette fin de XXe siècle, ce qu'on reconnaît comme étant finalement le plus gros déclin de nos démocraties, c'est en fait l'indifférence généralisée à la cause commune et l'ignorance en fait de la majorité des voteurs. C'est un peu dépressif comme définition, en fait comme constat, mais en fait vous allez voir que c'est exactement voilà, ce dont on va discuter dans la définition de la post-démocratie. Donc maintenant on atterrit en fait dans les modèles contemporains qui sont eux quand même, je dirais, ce qui les caractérise, c'est d'être précisément appuyés sur les ordinateurs et les technologies de l'information et de la communication. Et donc vous allez voir, on va commencer dans un premier point par dresser le constat du coup pessimiste de notre démocratie, de la crise citoyenne. On verra ensuite comment la Smart City, elle, essaye d'apporter des solutions en proposant de la donnée informatique. On va ensuite discuter de la gouvernance ouverte et de ce qu'est la participation citoyenne dans la démocratie, version contemporaine. Et puis on va ensuite discuter des technologies civiques, la civic tech, donc dans laquelle les citoyens peuvent eux directement s'engager dans le futur digital de leur société.
Donc la post-démocratie désigne en fait l'effondrement dans la confiance des citoyens dans leurs agents publics, c'est-à-dire dans leurs élus et dans les médias. Et ça, en fait, c'est un constat qui est commun à toutes les démocraties, aux démocraties les plus anciennes, en fait. Donc ça, c'est un constat. L'effet post-démocratie peut être observé à la fois en Europe de l'Ouest, au Japon, aux États-Unis et dans tous les autres pays, disons, industrialisés ou qui ont été tôt industrialisés. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que la plupart des nations du monde aujourd'hui ont adopté le système démocratique. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui sont dans la démocratie depuis plus longtemps, eux sont finalement assez peu optimistes sur le futur de ce modèle. Donc la crise citoyenne, elle, réfère à cette espèce d'apathie politique et de désintérêt de la majorité des voteurs. En fait, cette crise citoyenne s'explique par différentes choses. J'en ai ici listé deux, mais notamment par la perte des références du passé, c'est-à-dire que la cellule familiale, la classe sociale et la nation, qui avaient tendance à former les anciens collectivités humaines, en fait, aujourd'hui, sont éclatées. C'est-à-dire que on ne retrouve plus en fait ces références-là dans la majorité donc de la population. Et la globalisation propose de nouveaux réseaux de solidarité en dehors des intérêts nationaux. Donc, ça effectivement résulte de ce qu'on appelle notamment la crise citoyenne. Et je voudrais vous parler ici de quelque chose d'un concept que j'aime bien, qui est assez drôle et auquel il faut faire attention, c'est l'astroturfing, qui dénonce une appropriation de l'identité citoyenne afin d'influencer l'opinion publique. Alors ça, c'est typiquement quelque chose qu'on voit de plus en plus émerger auprès des médias et des agences marketing. Et en fait, sans désigner une classe de citoyens en particulier ou une classe d'intérêt en particulier, il se trouve que en fait, la capacité à communiquer par soi-même sur les médias sociaux notamment a tendance en fait à fausser un peu l'identité citoyenne. Et des groupes professionnels peuvent se réclamer d'une identité citoyenne alors qu'ils sont finalement, ils ont vocation à influencer le reste du public. Ça s'appelle astroturfing parce que en fait, l'astroturf est un gazon synthétique aux États-Unis. Et vous savez peut-être pas, mais les mouvements sociaux aux États-Unis, c'est-à-dire les mouvements citoyens, on appelle ça les grassroots movements, c'est-à-dire les mouvements qui viennent en gros de l'herbe, parce que globalement ça fait sûrement référence un petit peu à cette génération de hippies qui, voilà, vous voyez les photos là où ils sont tous comme ça dans des gros champs d'herbe, de gazon. Et donc où ils ont construit du coup des nouveaux mouvements sociaux de leur époque. Et donc il y a un député aux États-Unis qui a appelé les mouvements sociaux d'aujourd'hui astroturfing en référence à ces gazons synthétiques, voilà, pour expliquer que en fait ils ne viennent pas de l'identité citoyenne. Et donc dans le contexte de post-démocratie et de crise citoyenne que nous venons de lister, on imagine donc que les citoyens qui viennent ont grandi, eux, dans un contexte où les politiques étaient déjà considérés comme étant incapables de résoudre leurs problèmes. Et donc, en fait, c'est des citoyens qui sont engagés de manière, je dirais, plus ponctuelle, en fait. Donc au travers de pétitions, de projets, de voisinage, d'activisme, en fait toutes ces choses-là sont des moyens citoyens de s'engager, mais qui se font en dehors de l'aide des élus et des partis politiques. Et donc on appelle ça une citoyenneté distante, dans lequel le citoyen a une meilleure capacité à comprendre les enjeux politiques
et dans laquelle il intervient, il joue son rôle de citoyen au moment où ça lui paraît nécessaire. Et donc le vote lui-même est devenu moins systématique et moins considéré comme un dû à la société. Voilà, nous arrivons enfin sur le sujet des Smart Cities. Les Smart Cities qui se définissent notamment par les technologies de l'information et de la communication branchées sur les infrastructures et les portails de données que l'on espère ouverts pour leur plus grande partie. En tout cas, c'est le cas pour les données publiques. Donc les derniers progrès de la technologie de l'information et de la communication ont changé la façon dont on définit la vie, la réalité et l'être humain. En fait, les humains sont aujourd'hui considérés comme des organismes informationnels interconnectés qui sont capables de partager, qui partagent un système socio-technique global avec des agents biologiques et avec des artefacts techniques. Et donc, aujourd'hui, la réalité que nous vivons tous au quotidien est un mélange entre les expériences en ligne et les expériences hors ligne. Et ce monde hybride est le seul et unique monde et la seule et unique réalité dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que le virtuel est distinct du réel. En fait, c'est une distinction qui ne tient plus. Aujourd'hui, le virtuel est pleinement... on ne sait plus définir cette chose-là. Aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe en dehors d'Internet, c'est considéré comme une seule et même réalité. Et donc, la Smart City récente, est moins orientée sur la tech. Donc en fait, dans la définition de la Smart City, on se rend compte que la Smart City qui a émergé dans les années 90 était principalement poussée par des acteurs technologiques et elle était donc très orientée sur le déploiement de la technologie. Et à partir de 2014-2015, la communauté internationale a élargi en fait la définition de la Smart City pour notamment intégrer les approches et orienter le développement de la Smart City vers une approche plus citoyenne. Et donc en fait, à partir de 2014, les smartphones deviennent finalement la clé d'entrée dans la ville, puisqu'ils sont en capacité de pousser de l'information en temps réel, dans la main des citoyens. Et les élus et le service public peuvent également, eux, prendre le pouls instantané de l'opinion publique au travers d'Internet et des applications mobiles. Et donc en fait, dans la Smart City, on identifie généralement deux forces à l'œuvre qui conduisent en fait le futur de nos espaces urbains. Ces deux forces à l'œuvre, c'est le tech push et le market pull. Et donc on appelle ça, je ne sais pas comment le traduire en français en fait, on va dire la technologie pousse et le marché tire. En fait, ce qui se passe globalement, c'est que les développeurs de nouvelles technologies ont tendance à pousser sur le marché des nouveaux prototypes, des nouveaux produits. Et le marché lui-même, qui est constitué de citoyens, a lui tendance à tirer en fait les nouveaux produits directement sur son téléphone ou dans sa maison, etc. Et donc chaque fois qu'un nouveau produit est développé, il se rue en fait sur le marché sans faire attention sans réfléchir aux besoins de la société ou aux besoins du groupe. Voilà. Et donc en fait, on est en train de voir émerger une sorte de nouveau deal, c'est-à-dire une entente entre le marché et la société civile qui se fait du coup en direct et qui appelle de nouvelles formes de régulation. Alors je fais une pause 2 secondes. J'ai l'impression que quelqu'un... Voilà, Sana, je te mets en mute parce que tu fais du bruit. Bon, j'en profite pour boire. Est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là? Non, bah c'est bien. On continue. Alors, voilà ici, je vous ai intégré ici un schéma.
dans lequel vous allez pouvoir voir les différentes couches en fait d'un modèle de Smart City. Alors ça c'est quelque chose que j'ai sourcé à gauche donc dans l'Agence nationale de Corée et on voit donc en première couche l'infrastructure urbaine, c'est-à-dire la route, les bâtiments, ce genre de choses. L'espace public, par-dessus lequel on a déployé un calque qui est celui de l'infrastructure des technologies de télécommunication, donc les antennes, les réseaux, etc. Par-dessus quoi on a une couche qui s'appelle l'infrastructure de l'espace informationnel, c'est-à-dire finalement toutes ces informations qui flottent en fait au-dessus de notre tête au travers des nuages internet, etc. Ensuite, vous avez la couche qui est celle de l'Internet des objets, que l'on ne voit pas encore beaucoup dans nos villes, mais qui est quand même particulièrement active en matière de recherche et développement. L'Internet des objets, c'est des capteurs, globalement, qui vont être capables de collecter de la donnée par eux-mêmes et se la partager ou l'envoyer sur des centres de stockage pour extraire de l'information pertinente. Ensuite, on a une couche qui s'appelle la couche de partage des données, et puis par-dessus, on trouve effectivement la couche des algorithmes et des services, et on a en dernière couche ici la couche de l'innovation urbaine qui va avoir bien sûr tendance à du coup conduire différentes verticales au travers de ces différentes couches pour avancer vers l'innovation de nos villes. Et donc à droite, vous avez quelque chose d'autre. À droite, je vous ai montré le portail de l'Internet des objets civils de Taïwan. Et donc là, c'est assez intéressant. On est typiquement dans un cas d'open data, c'est-à-dire de données ouvertes. Et donc vous pouvez voir en temps réel et télécharger en fait des jeux de données concernant la qualité de l'air, l'activité sismique, le temps, mais aussi la ressource en eau. Et en fait, vous voyez ici sur ce tableau que certaines personnes sont chargées de la maintenance de certains jeux de données. Et on voit ici le nombre de stations, c'est-à-dire le nombre de capteurs en fait, qui permettent de collecter les données sur la ville. On voit aussi la fréquence de mise à jour. Alors c'est intéressant, certains, notamment la qualité de l'air sur la microstation de l'EPA par exemple, elle est mise à jour toutes les 3 minutes. Voilà. Et puis alors vous avez des données qui elles sont mises à jour beaucoup moins régulièrement, toutes les heures par exemple, ou après un séisme, par exemple, ce qui est finalement assez peu fréquent. Et donc, on peut également, vous voyez ici la colonne API, donc pour ceux qui s'intéressent à la technologie, les API, c'est comme des branchements virtuels, vous pouvez directement brancher votre application à une API pour que votre application soit mise à jour, pour que les données en fait, de votre application soient mises à jour en temps réel en fonction des données de la base de données. Et donc ça nous amène à discuter de la notion de gouvernance ouverte. En fait, dans une de mes recherches, donc j'ai conduit du coup un questionnaire auprès de l'association des ingénieurs civils d'Estonie. Et il se trouve que les résultats de mon questionnaire viennent valider certaines de mes hypothèses, et notamment le fait que les facteurs clés de succès pour le développement urbain contemporain sont une forte cohésion de parties prenantes autour du projet, sont le fait de faire appel aux voisins pour dessiner en fait, au travers d'ateliers, le futur des espaces publics et la capacité à rester agile dans le développement de son projet urbain, c'est-à-dire à être capable de reconsidérer certains paramètres tout au long du projet, jusqu'à son aboutissement, en fait, en fonction des nouvelles informations ou en fonction des nouvelles participations que vous allez récolter.
Les parties prenantes donc, que j'ai identifiées sont divers dans leur rôle et sont relativement nombreux. Alors ici, je vous donne les catégories, je les répète, on a discuté en tout début de présentation. Donc, vous avez le secteur public qui recoupe notamment les gouvernements locaux et nationaux, mais aussi les services publics. Vous avez les scientifiques qui donc font à la fois partie de la recherche académique, mais aussi de la recherche et développement dans le privé. Vous avez le secteur privé qui lui rassemble à la fois les compagnies, donc les grosses sociétés, ce qu'on appelle les corporate companies, c'est-à-dire les grosses entreprises, mais également les startups et les petites et moyennes entreprises, également les freelance, les indépendants. Et donc, vous avez également dans la société civile des citoyens indépendants, vous avez des associations et vous avez également des organisations non gouvernementales qui généralement opèrent à un niveau international. Et puis vous avez également donc, les médias qui eux constituent une autre catégorie de parties prenantes, à la fois sur Internet mais également les journaux papier. Donc toutes ces catégories de parties prenantes sont identifiées comme des ingrédients nécessaires au succès des transformations urbaines et leur engagement requiert un certain temps pour construire finalement un langage commun et un moyen de travailler tous ensemble sur un projet particulier. Alors ici sur ce visuel, je vous montre notamment comment est-ce que toutes les catégories de parties prenantes vont constituer ensemble des communs de données. Et donc en fait, vous voyez ici la plateforme de données en fait va récupérer de l'information qui va venir à la fois des capteurs sur la ville, mais également des données gouvernementales, aussi des données non gouvernementales qui peuvent être ajoutées par la société civile. Qui ensuite, les instituts de recherche vont également publier en open data, en open source en fait, c'est-à-dire en algorithme ouvert, en programme ouvert. Donc ces données de recherche vont publier différents modèles d'analyse qui vont pouvoir être utilisés par l'ensemble. Et l'industrie, elle aussi, ouvre certaines technologies et les partage à l'ensemble des internautes. Et ça nous permet effectivement de créer de nouveaux services, notamment de fourniture de données et des services à valeur ajoutée basés sur les données et les analyses que l'on peut en retirer. Voilà, ça demande nécessairement une politique d'inclusion et une pratique de la gouvernance ouverte. Alors, on incite notamment le développement de logiciels et même finalement de matériel open source, c'est-à-dire libre de droit, standard en fait. Généralement, on incite les développeurs à ouvrir le code de leurs applications sur leur répertoire GitHub par exemple. Et puis on demande à tout le monde de respecter les standards de l'information pour pouvoir bien évidemment faciliter les adoptions de paquets de données. Il est également demandé de faciliter, donc de maintenir une collaboration proche entre les différents secteurs, à la fois le secteur public, les startups, les entrepreneurs, les grandes entreprises, la société civile engagée dans la transformation digitale, un peu tout le monde en fait. Hein. Donc quand vous allez dans un incubateur de start-up, dans un hub d'innovation, en fait, généralement le modèle de management c'est de dire voilà, on fait de l'intelligence collective et on bosse tous ensemble sur la définition ou la création de nouvelles valeurs. Le secteur public,
Ok, ça c'est autre chose. Donc ça ce qui suit là, les 4 points qui suivent, c'est des points que j'ai pu identifier dans mes études de cas comme des points communs. Donc il se trouve que le secteur public dans mes 3 villes, à Taïwan, en Israël et en Estonie, façonne finalement le développement privé en proposant notamment l'offre du premier client. Le secteur public a aussi intérêt à faciliter le déploiement de prototypes en situation réelle. Les employés du service public qui sont expérimentés dans une fonction, notamment, je sais pas, on va dire le tri des déchets, vont être directement accessibles aux startups ou aux entrepreneurs qui vont bosser sur l'innovation dans le tri des déchets, par exemple, pour leur partager leur expérience et orienter leur développement. Et puis ensuite, on essaie toujours d'avancer vers un partage maximal de l'information publique, des données publiques. Et donc, il y a un autre élément clé qui est celui de multiplier autant que possible les événements publics, à la fois hors ligne et en ligne, qui permettent l'engagement du citoyen dans la prise de décision. Voilà, ça nous amène ici à lister en fait des exemples d'engagement citoyen et d'activisme. Activisme avec un H qui vient de hacking, donc. Et je voudrais vous présenter certaines études de cas à Taïwan, en Israël et en Estonie. Bon, on a encore une demi-heure, mais je voudrais me laisser des questions pour la fin. Du coup, je vais avancer un petit peu vite là-dessus. De toute façon, vous allez voir, on va retrouver tous ces cas, on va les retrouver dans des diapositives indépendantes. Donc, je voudrais vous parler d'abord d'un hackathon qui se tient à Taïwan à peu près tous les 2 mois. Maintenant, ils sont un petit peu espacés, ça dépend aussi du calendrier politique et de l'engagement des membres. Mais ils ont quand même réussi à constituer une communauté, je crois, de à peu près 10 000 personnes qui sont venues s'engager dans des hackathons, donc 10 000 citoyens qui viennent passer un week-end pour bosser en groupe à développer de la donnée publique ou des applications libres de droit pour pouvoir, par exemple, faire de la surveillance sur les mandats des maires ou des élus, voir effectivement si les élus tiennent leur calendrier, mais également d'autres données plus techniques, voir par exemple veiller à la qualité de l'air à Taïwan, voilà, tout ce genre de choses. Donc en fait, un hackathon, c'est un format d'événement dans lequel, pendant le temps d'un week-end, généralement du vendredi soir au dimanche soir, des bénévoles se réunissent et bossent à fond pendant 48 heures en groupe pour développer des nouveaux biens communs. V-Taïwan, c'est une autre expérience intéressante à laquelle j'ai pu participer à Taïwan, où en fait, typiquement, là, c'est un atelier qui se tient une fois par semaine, le mercredi soir, dans le laboratoire d'innovation sociale. Et en fait, donc on a un petit groupe de réguliers qui sont des experts en général informatiques et politiques. Enfin bon, c'est des jeunes, hein, on va dire des personnes qui sont dans le hacking depuis longtemps et qui connaissent bien les notions de société civile ou de démocratie, etc., et d'activisme. Et donc en fait, eux créent une veille permanente, donc hebdomadaire, sur le développement de politiques publiques. Et ils aident aussi, c'est-à-dire si vous avez par exemple un projet, quel qu'il soit, d'application ou de quoi que ce soit, d'analyse de données sur Taïwan, et ben vous pouvez aller les rencontrer à leur réunion du mercredi soir et discuter avec eux. Ils vont vous conseiller un peu, ils vont vous mettre en relation avec des membres du réseau, ils vont vous aider à coder votre appli, enfin ils vont vous aider globalement, ils vont vous assister dans le développement de vos projets d'intérêt public. On a ici une autre association que j'aime bien, qui est un peu plus récente,
qui s'appelle l'Association de diplomatie digitale de Taïwan, où là en fait c'est des jeunes Taïwanais qui développent, qui voyagent pardon, notamment dans des territoires on va dire en voie de développement ou des territoires qui ont subi une guerre ou voilà, une sorte de catastrophe naturelle par exemple, et qui vont en fait aller aider la société civile sur place à développer des développements web. Donc on les voit là à gauche, ils ont aidé le Kosovo à créer le portail national, Kosovo. Quelque chose probablement, voilà le domaine pour Kosovo. On les voit ici en Eswatini, je suis désolé, je ne sais plus comment on dit ce pays en français, c'est un pays africain dans lequel ils ont effectivement organisé certaines collaborations entre ambassades. Le Swaziland. Pardon? C'est le Swaziland, monsieur. Ok, merci. Et puis on les voit en bas à droite où ils bossent en fait avec le Vietnam qui connaît en fait une explosion une explosion économique, une croissance économique particulièrement forte, et donc qui commence à constituer finalement sa sécurité sociale et le service santé, et donc ils ont aidé effectivement le Vietnam à organiser un peu toute leur base de données et pour pouvoir accueillir donc les informations sur les informations de santé des différents citoyens. Voilà, on arrive en Israël, et donc ici l'association Asadna. Alors sur le même principe, c'est un groupe de citoyens hackers qui se réunit ponctuellement pour discuter de l'ouverture de données. Et qui en fait essayent de voir entre eux quelles sont les nouvelles données publiques et bossent sur les rendre ouvertes et le plus accessible possible aux citoyens israéliens et à la communauté juive dans le reste du monde. Toujours en Israël, vous avez ici un événement de networking, c'est-à-dire de rencontres professionnelles qui s'appelle CityZoom, qui lui ponctuellement réunit donc des professionnels de la Smart City et de l'innovation urbaine autour généralement d'une conférence, et qui suit ensuite une espèce d'apéritif dans lequel les uns les autres peuvent discuter, se rencontrer, s'échanger des cartes professionnelles, etc. Et un autre groupe intéressant que j'ai identifié en Israël et qui était donc Data for Good. Alors Data for Good, c'est un collectif qui organise des datathons. Alors le datathon, globalement c'est un hackathon, donc c'est le même principe que le hackathon dont on vient de parler à Taïwan. Mais ici, c'est un hackathon qui se concentre donc sur la donnée. Et donc ce groupe se réunit ponctuellement via Meetup, donc il crée un événement ouvert au public dans lequel les citoyens peuvent venir et réfléchir, discuter et créer en fait des jeux de données publics qui vont être utiles à l'ensemble de la société israélienne. Nous passons maintenant en Estonie, où en fait je vous présente l'Assemblée de coopération estonienne. Alors là, c'est intéressant. L'Estonie, en fait, a une petite population et une faible démocratie. C'est un petit pays qui ne contient que 1,3 million d'habitants. Et donc, en fait, ils profitent d'une hiérarchie qui est plate par défaut. C'est-à-dire que puisqu'ils ne sont pas très nombreux, ils n'ont pas d'énormes, ils n'ont pas des hiérarchies avec énormément de couches. Et donc en fait les élus et les différentes personnes qui bossent pour le service public sont particulièrement accessibles aux citoyens et aux experts. Et donc en fait l'Assemblée de coopération citoyenne est un groupe d'experts de la donnée qui travaille directement à l'intérieur du Parlement national sur la constitution d'un portail de données ouvertes. On a ici un exemple du laboratoire urbain estonien qui lui organise tout un tas d'événements dans les villes estoniennes et donc qui permettent aux citoyens de rencontrer des professionnels et aux professionnels du coup de s'engager dans des projets bénévoles pour leur ville. Et notamment, on voit à gauche un projet de jardinage urbain, on voit à droite un projet
nettoyage de friches bénévoles, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, je voudrais vous parler de l'Open Knowledge Estonia. Donc l'Open Knowledge, littéralement, ça se traduit par la connaissance ouverte. Mais alors l'Open Knowledge Foundation, c'est une fondation internationale, c'est une organisation non gouvernementale qui est présente dans la plupart des pays du monde et qui en fait, elle aussi facilite l'ouverture de données et classe ensuite les pays en fonction de la quantité ou de la qualité des données ouvertes. Voilà, et je voudrais donc maintenant vous parler de ce qu'on appelle la civic tech, ou les technologies civiques. Je vais peut-être devoir accélérer un petit peu, je suis désolé. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc les technologies civiques sont des technologies qui sont développées par les citoyens et qui visent principalement du coup à augmenter le bien commun numérique. Et donc j'ai relevé différents critères sur une étude. Donc j'ai analysé 100 cas de technologie civique dans un questionnaire, et donc vous pouvez aller voir ces informations. Je ne vais pas vous les lister maintenant. Vous pouvez aller les voir en cliquant sur le lien en bas de slide qui va vous amener sur l'article dans lequel j'ai tous les résultats. Ok, on avance ensuite sur ce qui s'appelle la GovTech. Alors là, c'est à la différence de la Civic Tech qui est un terme établi. La GovTech aujourd'hui est un terme qui fait consensus chez les professionnels, mais qui n'est pas établi en fait réellement. En fait, à la différence de la Civic Tech qui est développée par la technologie civique, par la société civile, dans l'intérêt de la technologie de la société civile. On a ici une GovTech qui réfère plutôt à la technologie gouvernementale qui est parfois et même souvent dans l'intérêt là aussi du citoyen et de la démocratie, mais qui n'a pas été développée à l'initiative citoyenne mais à l'initiative gouvernementale. Voilà pourquoi on fait une petite différence. Et puis alors vous allez voir, ça permet effectivement de développer des outils un peu plus pro ou à plus large échelle, comme notamment ces cartes qui sont des dispositifs intelligents pour accéder à la e-citoyenneté, à la citoyenneté électronique. Et donc, point commun à mes 3 études de cas à Taipei, à Tel Aviv et à Tallinn, c'est que ces 3 villes bénéficient d'une carte. Chaque citoyen bénéficie d'une carte qui lui permet d'accéder à des services publics étendus. On va rapidement passer en revue donc les différents services publics. Ici à Taïwan, à l'origine, la carte a été développée pour accéder au système de transport public, mais finalement, elle a été élargie à d'autres fonctionnalités, comme notamment la carte permet également de payer des petites commissions dans des supermarchés par exemple, et permet également au public d'accéder à différents services comme les bibliothèques. Et Taipei est connu pour ses sources d'eau chaude, et donc effectivement certaines sources d'eau chaude publiques sont accessibles à partir de votre EasyCard. À Tel Aviv, la carte s'appelle Digitel, c'est une carte du résident. Donc c'est pas une carte qui est délivrée au niveau national en Israël, c'est une carte qui est réservée ici à l'habitant de Tel Aviv et qui a au départ été constituée donc comme une carte qui permet de faciliter la communication directe entre la ville et le citoyen, et notamment en fait en fonction de la situation dans la vie, en fonction des centres d'intérêt, c'est-à-dire est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes étudiant. Donc en fonction de ces différents critères, la ville va vous envoyer des offres promotionnelles ou des informations personnalisées. Et alors vous allez voir, c'est quand même très tourné vers le loisir.
Mais bon, il y a un petit peu de tout. On trouve aussi des informations, par exemple, pour vous dire qu'une place s'est libérée dans la crèche, à côté de la crèche de votre quartier, par exemple. Ou vous pouvez également, si vous aimez bien le sport ou la spiritualité, par exemple, être invité à un cours de yoga gratuit dans l'hôtel de ville. Ou vous pouvez également recevoir une promotion sur tel billet de théâtre ou d'opéra ou une promotion sur un transat à la plage. Voilà, c'est des choses que l'on trouve à Tel Aviv. Et donc, ok, Tel Aviv a gagné le prix de la meilleure Smart City en 2014 à Barcelone, dans le Forum international de la Smart City qui se tient tous les ans à Barcelone, spécialement pour cette infrastructure digitale. Et donc, ensuite, je voudrais vous parler de la carte d'identité électronique estonienne que l'on trouve à Tallinn, mais aussi dans tout le reste de l'Estonie. Et donc, en fait, cette carte citoyenne est celle qui est le plus avancée en termes de dispositif électronique d'accès à la citoyenneté. En fait, chaque citoyen reçoit une carte électronique, un numéro en tout cas électronique. Il peut utiliser donc sa carte pour accéder à 99,5% du service public qui a été dématérialisé au fil des années. On estime qu'il y a à peu près donc 815 services ou applications qui sont disponibles à tous les Estoniens en Estonie, mais également dans 200 pays dans le monde. C'est-à-dire que où que vous soyez dans le monde, si vous êtes estonien, que vous avez une carte d'identité estonienne, vous pouvez accéder à tous vos services publics, notamment le paiement de vos impôts, l'enregistrement d'une nouvelle entreprise, le suivi de votre santé, etc., etc. Vous pouvez également voter en ligne, en fait. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Et donc, quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que l'Estonie a réussi à ouvrir son statut en fait, a réussi à ouvrir ce dispositif à des citoyens non estoniens au travers du statut de résident électronique. Et donc, on a à peu près 60 000 non-estoniens aujourd'hui qui utilisent les services publics de l'Estonie, dont Barack Obama, ce qui est assez amusant. Mais on a d'autres figures politiques majeures, je pense Angela Merkel et voilà, ce genre de personnes. Alors, on atterrit ici au futur de la démocratie. Alors, il nous reste 12 minutes exactement, et donc je voudrais d'abord faire un point avant d'aborder ces considérations sur le futur de la démocratie. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce que je viens de vous dire, notamment voilà, en termes de e-démocratie et e-citoyenneté? Si ça n'a pas de rapport avec ça, monsieur, on peut vous les poser à la fin. Ben, en fait, on est à la fin globalement parce qu'il nous reste pas trop longtemps et je voudrais voilà, prioriser vos questions plutôt que vous parler du futur de la démocratie, même si c'est un sujet très, très intéressant. Voilà. Excusez-moi. Mhm. Est-ce que vous avez été témoin d'excès Non, ou alors c'est bien que des vous en privations? parliez parce que du coup c'est un sujet que j'avais pas prévu de traiter, même si Didier Despont me l'avait demandé. Alors non, typiquement, il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs à relever, c'est que cette notion des intérêts citoyens contre les intérêts du gouvernement et donc finalement de la privalité, non, comment on dit, data privacy, c'est voilà, les données privées globalement. Ça, c'est typiquement un concept qu'on trouve dans les pays, je dirais, occidentaux, dans les cultures de l'Ouest, dans lesquelles les démocraties se trouvent dans une situation pas de déclin, mais en tout cas dans une situation de post-démocratie où on est dans un état de crise citoyenne. C'est-à-dire que ce soupçon que l'État va pouvoir utiliser vos données personnelles contre votre intérêt, c'est quelque chose qui ne fait aucun sens en Asie, qui ne fait aucun sens en Estonie, et qui en Israël ne fait pas sens non plus, quoique les Israéliens sont quand même beaucoup plus vigilants et critiques à l'égard de leur gouvernement que les deux autres que j'ai cités.
Alors en fait, cette notion de citoyen, d'intérêt citoyen qui irait à l'encontre de l'intérêt public, c'est typique de nos sociétés à nous, particulièrement en France, où en fait, bon, bah, ça s'explique probablement par l'histoire de nos gouvernances, par le fait que nous ayons construit notre démocratie au travers d'une révolution. Mais voilà, par exemple en Estonie, ça fait aucun sens. Ils comprennent pas pourquoi on est tout le temps en train de mettre des bâtons dans les roues de notre gouvernement. Et dans leur définition du gouvernement, le gouvernement est finalement le seul, le mieux à même, et sinon le seul, en capacité de défendre l'intérêt des citoyens. Donc, bah, par exemple, en Estonie, ils sont sans aucun problème, ils partagent toutes leurs données à leur gouvernement parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça leur donnait accès à tout un tas de services améliorés auxquels nous, on n'a pas droit, par exemple, en France. Je pense notamment au remboursement des impôts en moins de 4 heures. Donc ça a été typiquement ce qui a permis... Alors, ils étaient un peu sceptiques au début quand il fallait, les Estoniens, quand le dispositif de carte d'identité électronique a été proposé. Alors qui plus est assez amusant, il faut l'acheter là-bas, la carte d'identité électronique. C'est-à-dire, le citoyen se disait, non mais pourquoi est-ce que je dépenserais 180 € pour m'acheter une carte digitale, une carte d'identité digitale, alors que je ne vous ai rien demandé. Voilà. Et bien en fait, la réponse, ils l'ont trouvée tout seuls, c'est-à-dire que ceux qui avaient acheté la carte d'identité digitale se sont fait rembourser le trop perçu d'impôt en 4 heures. Voilà. Et donc effectivement, bah, à partir de là, je crois que tout le monde a acheté la carte d'identité digitale. Voilà. Évidemment. Ouais. Monsieur, du coup, vous dites qu'en Asie, ça n'a pas de sens, mais on voit très bien ce qui peut se passer en Chine, par exemple, Oui, avec alors, leur Smart City. Très bon exemple, merci. Sauf que la Chine n'est pas une démocratie. Voilà. Donc moi, je parle des démocraties et je me concentre sur les gouvernements démocratiques. C'est pour cette raison que je suis allé d'ailleurs à Taïwan et pas en Chine ou ailleurs. J'aurais pu par exemple aller à Singapour ou j'aurais pu aller par exemple au Japon. J'ai choisi Taïwan parce que ça me paraissait plus accessible, notamment en termes d'activisme. Enfin voilà, il y avait cette étude de cas très intéressante. Mais donc oui, effectivement, dans les contextes non démocratiques, les technologies de contrôle du citoyen interrogent particulièrement. Voilà. Excusez-moi. Oui. C'est possible que les gouvernements qui sont des démocraties à ce moment-là aient trop de pouvoir sur les citoyens et dévient et deviennent des gouvernements autoritaires peut-être. Bon, je suppose que en théorie, donc on peut toujours y réfléchir, hein, en théorie c'est probablement possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est à nous, le peuple, d'être vigilant sur les pouvoirs que notre gouvernement, les nouveaux pouvoirs que notre gouvernement récupère au travers de l'utilisation des nouvelles technologies. Et ça amène, effectivement, ces questions-là amènent à redéfinir en fait la démocratie. Et donc je peux peut-être rebondir là-dessus pour évoquer quand même ce que j'avais prévu de vous dire sur le futur de la démocratie et la citoyenneté. Et je veux notamment vous parler, voilà, on va dire de ça, de la démocratie liquide. En fait, on se rend compte quand même aujourd'hui, ou en tout cas, c'est ce qui fait consensus, c'est que la démocratie représentative n'est plus très efficace. Et le fait que des voteurs élisent des représentants qui vont prendre les décisions à leur place, ça aujourd'hui, plus personne, ça convainc plus personne. La démocratie directe athénienne est probablement très compliquée à mettre en place compte tenu de la démographie aujourd'hui. Enfin, on a des quantités gigantesques de population à gérer, donc une démocratie directe, ça paraît difficile sans une décentralisation radicale des pouvoirs et des prises de décision, qui amènerait donc forcément à l'éclatement des nations. Et en fait, quelque chose qui émerge chez les développeurs, notamment dans les communautés blockchain et les communautés de crypto-monnaies, Bitcoin notamment, c'est la démocratie liquide. Alors la démocratie liquide, c'est un système de démocratie par délégation dans lequel le voteur peut voter en direct pour une décision qui lui importe, où il peut déléguer son droit de vote à
quelqu'un qu'il considère comme étant plus à même de prendre une bonne décision sur un sujet que lui ne connaît pas. Voilà. Et donc les personnes qui récupèrent, donc les délégués, peuvent également se déléguer des pouvoirs entre eux. Et donc ça, c'est un régime politique qui est considéré, là, qui est, je dirais, en phase de test, qui est pratiqué sur certaines communautés Internet, et voilà, qui constitue une bonne piste d'évolution pour le futur de la démocratie. Et puis alors, je voudrais vous parler d'autre chose dans les 3 minutes qui nous restent, c'est du vote quadratique. Ouais. Donc en fait, le vote quadratique, lui, c'est un système de vote dans lequel on ne vote plus à la majorité, mais où les décisions sont prises en fonction d'un quota de crédit, par exemple, d'un quota de vote. C'est-à-dire, par exemple, chaque citoyen va recevoir, admettons, 10 crédits, et il va pouvoir les répartir sur, disons, 3 options en fonction de son niveau d'intérêt. Et ça pourrait tout à fait, en fait, ça se pratique déjà en hors ligne, par exemple dans les ateliers de voisinage, ateliers citoyens, etc. Admettons que vous vouliez décider que faire dans votre rue d'un bout de terrain inutilisé. Est-ce que vous voulez, petit 1, des jeux pour enfants, petit 2, un parking vélo, ou petit 3, je sais pas, une guinguette, un truc comme ça, voilà. Et donc en fait, typiquement, vous avez chaque membre a 10 crédits et il va pouvoir répartir en fait les crédits en fonction de la solution qu'il préfère. Alors ça, c'est un système de vote qui est beaucoup moins radical que le fait de devoir oui ou non choisir une solution, ou même de devoir oui ou non choisir telle personne qui va pouvoir prendre les décisions à notre place. Voilà. Donc le vote quadratique tient son nom du fait qu'il est possible d'acheter des crédits supplémentaires, et ces crédits s'achètent pour le carré de leur valeur. C'est-à-dire un crédit, vous allez l'acheter 1, 2 crédits, vous allez l'acheter 4, et 4 crédits, vous allez les acheter 16, mettons euros, admettons. Et donc en fait, ça permet de résoudre différentes possibilités. On s'assure avec cette valeur quadratique, on s'assure que les crédits soient achetés et dépensés dans des votes qui nous tiennent, dans des causes qui nous tiennent réellement à cœur, et qu'il n'y aura pas du coup de stratégie d'investissement pour voler la décision au plus grand nombre. Voilà. Puisqu'en fait, ça serait un investissement absurde et pas intéressant financièrement de dépenser de l'argent pour acheter des votes qui ne seraient pas significativement, qui ne pourraient pas significativement peser sur la prise de décision finale. Et donc en fait, ce vote quadratique nous permet de résoudre deux critiques et de défauts, je dirais, identifiés de notre système démocratique contemporain, que sont la règle de la majorité et le paradoxe de Condorcet. La règle de la majorité, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui se retrouvent en minorité et donc qui sont frustrées par le fait que leur opinion n'est jamais prise en compte puisqu'ils ne font jamais partie de la majorité élue. Et puis le paradoxe de Condorcet, ça c'est un paradoxe qui a été identifié par un politologue et qui s'appelle Condorcet, et qui lui se rend compte que finalement, de manière cyclique, la démocratie amène toujours le même genre de consensus, c'est-à-dire une espèce de droite modérée, gauche modérée, droite modérée, gauche modérée, et que finalement, du coup, on n'arrive jamais à prendre des décisions qui sont peut-être plus complexes ou plus, je dirais, plus radicales, et qui pourraient pourtant servir à l'intérêt commun. Voilà, il est 14h29, c'est formidable, il nous reste 1 minute si vous voulez un petit peu parler. Je peux moi rester un peu plus longtemps, mais je ne voudrais pas forcer certains élèves à rester plus longtemps que le temps imparti. Alors je vous invite quand même à jeter un coup d'œil. Vous pouvez m'envoyer un mail pour quoi que ce soit sur julien.carbonneil@gmail.com. Je vous invite à prendre une capture d'écran pour avoir ces infos. Et puis, vous pouvez également aller lire toutes mes recherches qui sont disponibles publiquement du coup sur mon blog Medium à l'adresse juliencarboneil.medium.com. Voilà. Et puis, je serai content de toute façon de recevoir votre retour sur l'intervention d'aujourd'hui, mon sujet de recherche, etc. Monsieur, Oui.
Du coup, moi j'avais une question, c'est par rapport à votre projet professionnel. Du coup, enfin, votre thèse servira à ce que vous fassiez quoi, du coup? Alors, effectivement, comme je vous l'ai évoqué au tout début, moi, en fait, mon projet professionnel derrière, c'est de lancer une start-up, je dirais une nouvelle start-up, qui va proposer un service de... bon, il y a deux choses que je développe en ce moment. C'est un modèle de machine learning qui va permettre de classifier en fait les villes qui propose le meilleur engagement citoyen, c'est-à-dire je vais catégoriser, je vais automatiser en fait la collecte d'informations sur des villes dans le monde, de sorte à classifier les villes en fonction de la dynamique citoyenne autour de leur transformation digitale. Voilà. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Je pense que je dois publier un premier prototype demain, ça sera sur YouTube. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Smart City Worldwide, mais vous pouvez de toute façon la retrouver, je pense, en tapant mon nom. Et oui, ben voilà, machine learning, c'est-à-dire c'est un sort de système auto-apprenant qui va classifier les villes en fonction de leur dynamique citoyenne. Et puis, donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite, je voudrais effectivement, enfin j'ai bossé dans le précédent confinement au mois d'avril. J'ai bossé sur un prototype d'appli que je réserve pour mon après-thèse et qui est un système d'application de vote quadratique. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, globalement, une application de vote qui pourrait être utilisée par des localités pour s'organiser, en fait, organiser des bénéfices communs ou organiser voilà, la gestion de la communauté au travers d'une application. Parce que, en fait, dans toutes mes recherches, tous les questionnaires que j'ai faits, à la fois en France, parce que j'ai aussi audité mon réseau LinkedIn, mais également à Taïwan, en Israël et en Estonie, il y a une donnée qui est quand même assez significative, c'est que 85% de toutes les personnes qui répondent à mes questionnaires me disent qu'ils aimeraient bien s'impliquer plus dans la transformation urbaine, dans la prise de décision sur leur urbanisme, mais alors la plupart manquent de temps ou n'ont pas finalement les outils en main pour pouvoir le faire, et donc ils sont pour la plupart d'entre eux intéressés à s'engager dans la prise de décision sur leur urbanisme local, à condition qu'on leur propose une application mobile qui soit facile à utiliser et qui leur permette de faire ça quand ça leur va bien et où ça leur va bien. Donc, vous voulez faciliter, on va dire, la e-citoyenneté. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est mon dada depuis 10 ans. Ouais. D'accord, ça marche. Excusez-moi. Oui. Vous n'avez pas peur que les personnes qui ont du mal avec la technologie et tout, elles soient un peu laissées de côté et C'est tout? bien Naël parce que toi tu m'amènes toutes les questions sceptiques et il faut des gens sceptiques parce que moi comme ça je peux vous donner mes arguments. Oui effectivement ça c'est un autre sujet que je considère comme rhétorique parce que je ne le constate pas dans les villes, les smart cities que j'ai pu visiter. C'est que non, les papis-mamies, finalement, s'ils ont envie d'utiliser un smartphone, ils y arrivent très bien. Voilà. Oui, chez nous, on a tendance à dire que ah ben non, les pauvres vieux, ils vont pas réussir à suivre et donc on va les discriminer. Alors, on peut dire que c'est une question de génération d'abord. Alors, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Et donc, si on saute dans la transformation digitale maintenant, disons que dans 10 ans, il y aura moins de personnes qui n'en feront pas partie. Et dans 20 ans, encore moins. Le fait est qu'il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre. Et puis autre chose, quand même aujourd'hui, je pense que les personnes âgées non digitalisées ne concernent plus une très grosse partie de la population. Il faudrait regarder les chiffres, mais je crois quand même que aujourd'hui, nos parents qui doivent avoir pas loin de 60 ans pour certains d'entre vous, en tout cas c'est mon cas, 70 mon père, voilà, en fait ils utilisent un smartphone et ils savent aller sur internet quoi. Donc je veux dire, de qui on parle quand on dit que les personnes âgées seront discriminées, je sais pas, je suis pas sûr exactement. Je pense que c'est des arguments rhétoriques. Voilà. Mais en tout cas je te remercie pour poser la question et c'est très bien que tu le fasses. Et c'est comme ça qu'on s'interroge sur les vraies solutions quoi en fait hein, voilà. Donc même si je suis un peu
comment on peut dire, cynique ou que je sois un peu radical dans mes réponses, je partage tout à fait ta réflexion, Naël. Ouais, voilà. J'en ai juste assez d'entendre toujours les mêmes blocages pour la transformation digitale de la France. C'est-à-dire qu'on a les mêmes arguments depuis des années. Des arguments qui ne tiennent pas la route quand on regarde l'exemple de nos pays voisins. Voilà, j'ai fini sur une note un peu plus radicale, populiste, je sais pas comment on peut dire, mais bon, normalement on n'a pas le droit. Ouais. Bah, merci beaucoup, monsieur. Ouais, avec plaisir. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, envoyez-moi un email, ok? Ça marche, merci. Et du coup, vous avez dit que votre vidéo sortirait demain? Oui, bah là j'ai tout enregistré. Donc, ah pardon, non, j'ai enregistré la vidéo, la conférence, enfin le cours d'aujourd'hui, je l'ai enregistré, je le publierai effectivement sur YouTube, là probablement aujourd'hui ou demain. Et effectivement, je dois publier une vidéo pour mon premier prototype de machine learning. Donc c'est ce qui s'appelle Démocratie Studio, donc ouais, ça je vous l'ai dit déjà, mais je le répète. Et donc ce prototype sera effectivement, je pense, en ligne. Si c'est pas vendredi soir parce que j'ai eu autre chose à faire, ça sera lundi matin, je publierai des infos et une vidéo sur ce machine learning. D'accord, ça marche, monsieur. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée. Avec plaisir, au revoir, bonne journée. Merci, Merci monsieur. à vous. Au revoir. Merci, Au revoir. monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci.